Mes parents ont payé les études de ma sœur, mais pas les miennes. À la remise des diplômes, leurs visages sont devenus pâles. Lorsque nous avons foulé la même scène ce jour-là, ma sœur et moi, même toge, même sourire pour l'appareil photo. Mais derrière le mien, il y avait quelque chose de plus froid. Quand le doyen a appelé mon nom, les visages de mes parents sont devenus pâles. Ils avaient passé 4 ans à me traiter d'égoïste, d'ingrate, de dramatique. 4 ans à payer chaque centime de la scolarité de ma sœur pendant que je travaillais la nuit pour survivre. Et maintenant, ils allaient apprendre ce que ces nuits blanches avaient bâti. Ce n'était pas de la chance, c'était la justice en talons hauts. Bonjour, je m'appelle Nora. J'ai 26 ans et je viens de Seattle. Avant de vous raconter comment tout a basculé, aimez et abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Voici comment le silence est devenu mon arme. De l'extérieur, notre maison à Seattle ressemblait à une carte postale. Elle avait des volets blancs, une pelouse impeccablement tondue et une balançoire sur le porche où mon père, Robert, s'asseyait parfois pour lire le journal. À l'intérieur, ma mère, Hélène, gardait tout impeccable. Nous dînions en famille tous les soirs à 18h précises. Nous avions l'air parfait. 2 filles, une famille fière. Mais l'amour dans notre maison n'était pas une garantie. C'était une ressource, et elle était distribuée inégalement. Ma sœur Anna et moi étions jumelles, mais nous n'avons jamais été égales. Elle est née 4 minutes avant moi. Et en ces 4 minutes, il semblait qu'elle avait réclamé toute la douceur du monde, ne m'en laissant aucune. Ma mère l'adorait. Anna était son soleil, sa lune, son ciel entier. J'étais juste un satellite orbitant dans le froid lointain. J'ai appris cette leçon très tôt, quand nous avions 6 ans. Je suis tombée de mon vélo et me suis écorché le genou sur le trottoir. Le sang coulait sur mon tibia et je suis rentrée en pleurant, des larmes chaudes se mêlant à la saleté sur mon visage. Ma mère a jeté un coup d'œil à ma jambe, a pris une serviette en papier et l'a pressée contre la plaie. « Tu es forte, Nora », a-t-elle dit, sa voix factuelle. « Ça ira. Va te laver. » Son attention était déjà revenue sur le téléphone où elle organisait le cours de ballet d'Anna. J'ai appris alors que ma douleur était un inconvénient. 2 semaines plus tard, Anna a éternué pendant le dîner. Un seul éternuement délicat. La main de ma mère a volé à son front. « Oh, ma chérie, tu as un peu chaud. » En quelques minutes, Anna était blottie sur le canapé sous une épaisse couette, un bol de soupe chaude dans les mains et la télévision réglée sur son dessin animé préféré. Elle n'était pas malade. Elle avait juste éternué. Mais elle était digne de réconfort, de soins immédiats et inconditionnels. Je suis restée à table, finissant mon dîner seule et j'ai compris. Elle avait droit à la douceur. J'avais droit à la survie. Ce schéma s'est répété tout au long de notre enfance. Quand nous rapportions nos bulletins, mes notes parfaites étaient accueillies par un simple hochement de tête. Bon travail, Nora, comme prévu. Mais les A et les B+ d'Anna étaient scotchés au réfrigérateur. Regarde, Robert, s'exclamait ma mère. N'était-elle pas si fort? Je suis si fière. Mon père souriait et acquiesçait. Il n'était pas cruel, pas activement. C'était juste un homme tranquille qui suivait l'exemple de ma mère. Il a alimenté le déséquilibre en ne le remettant jamais en question. Son silence était une forme d'accord. Les anniversaires étaient l'exemple le plus clair. Nous avions toujours une fête commune, mais il y avait 2 gâteaux. Le gâteau d'Anna était toujours plus grand, plus élaborément décoré avec son nom écrit en écriture bouclée et élégante. Le mien était plus petit, plus simple, une arrière-pensée. Un an, quand nous avons eu 10 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi. « Eh bien, ma chérie », a-t-elle dit, sans me regarder pendant qu'elle arrangeait les serviettes. Anna est tellement excitée par ces choses. Tu as toujours été plus pratique. Pratique. C'était le mot qu'elle utilisait pour moi. Cela signifiait que je n'avais pas besoin de choses. Je n'avais pas besoin d'excitation, de chichi ou d'attention. J'étais la responsable, la vieille âme, celle qui comprendrait. Mais une enfant de 10 ans ne veut pas être pratique. Une enfant de 10 ans veut se sentir spéciale. J'ai regardé Anna,
qui montrait déjà à ses amis la nouvelle poupée qu'elle avait reçue, une poupée que j'avais aussi voulu, mais que je n'avais pas eue. Ils n'avaient pas oublié. Ils avaient simplement décidé que je n'en avais pas autant besoin qu'elle. Au collège, j'ai été au tableau d'honneur chaque semestre. L'école envoyait un certificat à la maison et je le posais sur le comptoir de la cuisine. Ma mère le voyait et disait « C'est gentil, ma chère », avant de le ranger dans un tiroir. Mais la seule fois où Anna a gagné un ruban de 3e place pour une foire d'art scolaire, pour une peinture avec laquelle je l'avais surtout aidée, il a été encadré et accroché dans le salon. Il est toujours là aujourd'hui. Le rôle de mon père dans tout cela était celui d'un renforcement passif. Il n'a jamais ouvertement favorisé Anna, mais il ne m'a jamais défendu non plus. Si j'essayais de m'exprimer pour signaler l'injustice, il prenait un air fatigué. « Nora, ne cherche pas les ennuis », disait-il doucement. « Ta mère fait de son mieux. » Essayant de son mieux d'aimer un enfant et de gérer l'autre. Il ne s'agissait pas seulement de choses matérielles. Il s'agissait d'espace émotionnel. Anna était autorisée à avoir de mauvaises journées. Elle pouvait être lunatique, dramatique et larmoyante. Et ma mère la cajolait, lui demandant ce qui n'allait pas, lui offrant des câlins et de la glace. Si j'étais calme ou retirée, la réponse de ma mère était sèche. « Quel est ton problème, Nora ? Arrête de bouder. » Ce n'est pas une bonne image. Mes sentiments étaient un fardeau. Ce d'Anna était un scénario pour que ma mère joue son rôle de parent parfait et attentionné. J'ai appris à être autonome. Je me suis appris à cuisiner parce que ma mère était toujours occupée à aider Anna avec ses devoirs. J'ai appris à réparer la chaîne de mon vélo parce que mon père était occupé à conduire Anna chez une amie. J'ai appris à être invisible, à prendre le moins de place possible parce que l'espace était déjà occupé par ma sœur. Anna n'était pas une mauvaise personne. Elle était juste le produit de son environnement. Elle était gentille d'une manière superficielle, la façon dont une personne l'est quand elle n'a jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Elle ne voyait sincèrement pas le déséquilibre. Pour elle, c'était normal. Elle était la star. J'étais le second rôle. Elle n'a jamais remis en question pourquoi elle avait le rôle principal. Pourquoi l'aurait-elle fait ? C'était tout ce qu'elle avait toujours connu. Elle partageait parfois ses nouveaux vêtements avec moi, ceux que ma mère lui achetait lors de leur virée shopping spéciale. « Tiens », disait-elle en tendant un pull. « Tu peux porter celui-ci. La couleur ne me va pas aussi bien. » C'était un vêtement d'occasion déguisé en cadeau, un geste destiné à la faire se sentir généreuse et moi reconnaissante. J'ai toujours dit merci, mais le mot avait un goût de cendre dans ma bouche. En grandissant, devenue adolescente, les différences se sont accentuées. Anna était populaire, pétillante, le centre de chaque cercle social. J'étais calme, observatrice, et je restais à l'écart. J'avais quelques amis proches qui voyaient la vraie moi, mais à la maison, j'étais toujours la fille pratique, fiable, invisible, celle qui n'avait besoin de rien. Ma mère se vantait d'Anna auprès de ses amis au téléphone. Elle a été invitée au bal par 3 garçons différents. Nous devons trouver la robe parfaite. J'étais dans la pièce d'à côté à étudier pour un examen d'AP, et mes réussites n'étaient jamais mentionnées. C'était comme si elles ne comptaient pas. Elles étaient juste ce que Nora faisait, attendu, banal. La maison au volet blanc abritait une règle profonde et tacite. Les désirs d'Anna passaient avant tout. Mes besoins étaient un lointain second, s'ils figuraient même sur la liste. J'ai vécu ma vie dans l'ombre de sa lumière. Un rappel constant et glaçant que j'étais l'autre. Celle qui devait être forte parce que personne n'allait être doux pour moi. Ces années ne m'ont pas seulement appris à survivre. Elles m'ont appris à vivre sans attente. Et cela, réaliserai-je plus tard, était une liberté étrange et puissante. La dernière année de lycée fut un tourbillon de candidatures universitaires, de préparation au SAT et de l'énergie nerveuse d'un avenir enfin à portée de main. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir que les choses pourraient changer. L'université était une page blanche, un endroit où les règles de notre maison ne s'appliqueraient pas. C'était une chance d'être juste Nora, pas la sœur d'Anna. Anna et moi avons toutes deux postulé à l'université de Washington. C'était près de la maison,
il y avait un excellent programme de commerce, et nous voulions toutes deux miraculeusement nous spécialiser en comptabilité. Nous avons étudié pour nos examens d'entrée ensemble, remplissant nos candidatures à la table de la cuisine côte à côte. À ces moments-là, nous avions l'impression de faire équipe. L'écart de 4 minutes entre nous semblait se réduire. Nous n'étions que deux sœurs rêvant du même avenir. Les lettres d'acceptation sont arrivées le même jour en mars. Je me souviens avoir regardé ma mère prendre le courrier. Elle a sorti 2 grosses enveloppes, toutes deux portant le blason de l'université. Son visage s'est illuminé. « Elles sont là » a-t-elle appelé. Anna a dévalé les escaliers et nous les avons ouvertes ensemble. Nous avons toutes les deux été acceptées. Nous avons crié. Nous nous sommes serrés dans les bras. Et pour un bref et lumineux instant, j'ai cru que nous étions enfin sur un pied d'égalité. Ma mère nous a serrés toutes les deux dans ses bras, les larmes aux yeux. Mon père nous a tapoté le dos, un rare sourire fier sur son visage. « Mes filles vont à l'université » a-t-il dit. Mes filles, au pluriel. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais incluse dans cette phrase. Ce soir-là, nous avons célébré avec un dîner spécial. Ma mère a fait des lasagnes et nous avons parlé des chambres d'étudiants et du choix des cours. Je me suis permis de croire. J'ai cru que c'était le début de quelque chose de nouveau, que mes parents nous voyaient comme 2 filles distinctes, également méritantes. La croyance a duré moins de 12 heures. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais trop excitée, mon esprit s'emballant avec des projets. Je suis descendue pour prendre un verre d'eau. Alors que j'atteignais la dernière marche, j'ai entendu les voix de mes parents venant de la cuisine. Elles étaient basses, mais la maison était silencieuse et les mots portaient. « Les frais de scolarité d'Anna vont être élevés », a dit ma mère. Sa voix était pratique, le même ton qu'elle utilisait pour discuter des budgets d'épicerie. Mais nous les paierons en totalité. Nous avons économisé pour cela. Elle ne devrait pas avoir à s'inquiéter de quoi que ce soit. Je me suis figée, ma main sur la rampe, mon père à côté. C'était un son doux hélas. « Et Nora ?» a-t-il demandé. Il y a eu une pause. J'ai retenu mon souffle, mon cœur battant contre mes côtes. Dans ce silence, j'ai supplié ma mère de dire la bonne chose. Bien sûr, nous paierons aussi pour Nora. Elles sont toutes les deux nos filles, mais elle ne l'a pas fait. Nora trouvera quelque chose, a-t-elle finalement dit. Sa voix était ferme, décisive. C'est elle la responsable. Elle est intelligente. Elle obtiendra une bourse ou un prêt. Elle retombe toujours sur ses pieds. Mon père n'a pas argumenté. Il a juste dit, d'accord, Hélène, si tu penses que c'est mieux, elle retombe toujours sur ses pieds. Ce n'était pas un compliment. C'était une excuse. C'était la permission de m'abandonner. Il ne louait pas ma force. Il l'utilisait pour s'absoudre de leurs responsabilités. Toutes ces années à être la pratique, la forte, avaient mené à cela. Je n'étais pas récompensée pour mon indépendance. J'étais punie pour cela. Les mots ne m'ont pas seulement piqué. Ils m'ont marqué au fer rouge. Ils ont gravé une vérité profonde dans ma peau. J'étais seule. Je me suis retournée et suis retournée silencieusement dans ma chambre, le verre d'eau oublié. Je me suis allongée dans mon lit, fixant le plafond, et la joie d'avant me semblait un souvenir lointain d'une autre vie. Les 2 épaisses enveloppes signifiaient 2 choses différentes. Pour Anna, c'était un billet entièrement payé. Pour moi, c'était un défi, une montagne à gravir seule. Je ne leur ai jamais dit que j'avais entendu. À quoi bon? Cela ne mènerait qu'à une dispute où je serais traitée d'ingrate ou de dramatique. Ils le tordraient jusqu'à ce que je sois la coupable, alors je suis restée silencieuse. L'été avant l'université fut tendu. Ma mère et Anna ont passé des semaines à acheter de la décoration pour le dortoir, de la literie assortie, des guirlandes lumineuses, un mini-réfrigérateur. J'ai pris des quarts supplémentaires à la librairie locale, économisant chaque dollar que je pouvais. Quand ma mère m'a demandé pourquoi je travaillais autant, j'ai juste dit que je voulais un peu d'argent de poche. Elle a hoché la tête, satisfaite de la réponse, et est retournée regarder des échantillons de couleurs avec Anna. J'ai postulé à toutes les bourses que j'ai pu trouver.
J'ai écrit des essais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. J'ai obtenu quelques petites bourses, assez pour couvrir mes livres et quelques frais, mais pas assez pour les frais de scolarité. J'ai dû contracter des prêts étudiants. J'ai rempli les formulaires moi-même. La signature de mon père, un gribouillis froid et détaché au bas de la page. Il n'a jamais demandé ce que les chiffres signifiaient. Il ne voulait pas savoir. Les premiers mois d'université furent brutaux. J'étais submergée par les cours, et le poids de ma situation financière était une pression constante et écrasante. En novembre de ma première année, j'étais en retard. Un paiement de frais de scolarité était dû et il me manquait quelques centaines de dollars. Après des semaines d'anxiété, j'ai ravalé ma fierté et j'ai appelé chez moi. Je me souviens être restée dans le couloir du dortoir, mon téléphone pressé contre mon oreille, écoutant le téléphone sonner. Ma mère a répondu « Salut, maman », ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. « Nora, tout va bien ?» Son ton était déjà méfiant. J'ai pris une profonde inspiration. « Tout va bien. » J'appelais juste parce que la prochaine tranche des frais de scolarité est due et il me manque un peu d'argent. Je me demandais si vous et papa pouviez m'aider juste cette fois. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'entendais la télévision en arrière-plan. Puis sa voix est revenue, froide et tranchante comme la glace. « Nora, nous en avons déjà discuté. Nous payons l'éducation d'Anna. C'est une dépense importante. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer pour deux. Je ne vous demande pas de tout payer, ai-je plaidé, ma voix se brisant. Juste un petit peu d'aide. Je travaille, mais je n'arrive pas à suivre. Ta sœur a besoin de se concentrer sur ses études, a-t-elle dit comme si cela expliquait tout. Elle a besoin de notre soutien. Tu es assez forte pour gérer ça toute seule. Les larmes me montaient aux yeux, chaudes et en colère. Alors elle a du soutien et moi non? Pourquoi? Pourquoi est-ce différent pour elle? Ces mots suivants furent ceux qui brisèrent quelque chose en moi pour de bon. Parce qu'Anna le mérite, a-t-elle dit, sa voix dépourvue de toute émotion. Et toi non? Elle ne l'a pas crié. Elle l'a énoncé comme un fait. Comme le ciel est bleu et l'herbe est verte. Anna le méritait. Moi non. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. La ligne entre nous est devenue silencieuse, remplie de tout ce qu'elle venait de confirmer. Après un instant, j'ai raccroché. Je me suis glissée le long du mur dans le couloir vide et j'ai pleuré. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais enfin complètement et irrévocablement seule. Cette conversation fut un tournant. Elle ne m'a pas brisée. Elle a fait autre chose. Elle a pris toute ma douleur, ma blessure et ma colère et les a forgées en une résolution calme et froide. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Je ne leur demanderai plus jamais rien. Je construirai mon propre avenir. Et un jour, ils verraient ce qu'ils avaient si négligemment jeté. L'université était censée être un grand égalisateur. Un endroit où votre passé n'importait pas autant que votre avenir. Mais pour moi, ce n'était qu'une nouvelle arène où les différences entre ma sœur et moi étaient mises en relief. Alors que la chambre de Anna brillait d'un doux scintillement de guirlandes lumineuses que ma mère l'avait aidée à accrocher, ma chambre était éclairée par une seule ampoule fluorescente vacillante au plafond qui bourdonnait d'un vrombissement fatigué. Cela semblait approprié. L'expérience universitaire d'Anna était celle que l'on voit dans les brochures. Elle a rejoint une sororité, est allée à des matchs de football et a passé ses week-ends à des fêtes ou à faire du shopping avec des amis. Mes parents lui envoyaient une allocation hebdomadaire, un flux constant d'argent qui couvrait sa vie sociale, ses nouveaux vêtements et ses commandes de pizza tard le soir. Sa vie était amortie par leur soutien. Ma vie était un cycle incessant de travail et d'études. J'ai trouvé un emploi à la bibliothèque du campus, un travail calme et solitaire qui me permettait d'être proche de la seule chose que je pouvais me permettre, le savoir. Mon quart de travail commençait à 20h et se terminait à minuit. Après cela, je traversais le campus froid et désert jusqu'au bâtiment des arts et sciences, où j'avais mon deuxième emploi. De minuit à 3h du matin, je faisais partie de l'équipe d'entretien. Je nettoyais les salles de classe, essuyant les bureaux, lavant les sols et vidant les poubelles remplies des notes jetées d'étudiants qui dormaient paisiblement dans leur lit.
Ces heures matinales étaient les plus solitaires. Le silence des couloirs vides était vaste et assourdissant. L'odeur de désinfectant est devenue l'odeur de ma survie. Je trouvais souvent un coin tranquille dans une salle de conférence vide pour étudier avant la fin de mon quart de travail. Mes manuels étalés sur un bureau fraîchement essuyé. Le bourdonnement de la lustreuse était ma seule compagnie. Quand les autres étudiants se levaient pour aller à leur cours de 8 heures, je rentrais juste à mon dortoir. Mon corps endolori par une fatigue si profonde qu'elle semblait s'être installée dans mes os. Le sommeil est devenu un luxe. La plupart des nuits, je dormais 4 heures, peut-être 5 si j'avais de la chance. Mon régime alimentaire se composait de ramen instantané, de café bon marché et de toutes les collations gratuites que je pouvais trouver lors des événements du campus. Chaque chèque de paie était un exercice frénétique de budgétisation. Je m'asseyais sur mon matelas fin avec un bloc-notes, allouant chaque dollar, le loyer de ma chambre bon marché hors campus où j'ai déménagé ma 2e année, les paiements de scolarité, les factures de services publics, les manuels, l'épicerie. Il n'y avait jamais rien de plus. Ni pour une nouvelle paire de chaussures, ni pour un billet de cinéma, et certainement pas pour le genre de plaisir insouciant qu'avait ma sœur. Anna appelait parfois, généralement un dimanche après-midi. Sa voix était toujours vive et joyeuse, pleine d'histoires sur son bal de sororité ou un voyage qu'elle avait fait le week-end. Elle parlait pendant 20 minutes d'affilée de sa vie. Et puis, comme une arrière-pensée, elle demandait « Alors, quoi de neuf avec toi ?» Que pouvais-je dire ? Que j'avais passé la nuit précédente à nettoyer des marqueurs sur un tableau blanc ? Que j'étais si fatiguée que je m'étais endormie au milieu d'un cours ? Que j'avais mangé du beurre de cacahuète directement du pot pendant 3 soirs d'affilée ? Partager la vérité me semblait impossible. Son monde était si différent du mien qu'elle ne pourrait pas le comprendre. Ce serait comme essayer de décrire la couleur à quelqu'un né aveugle. Une fois, j'ai fait l'erreur d'être honnête. J'étais épuisée, stressée par un examen à venir pour lequel je n'avais pas eu le temps d'étudier. Je suis juste vraiment fatiguée, Anna, ai-je admis. Je travaille beaucoup. Sa réponse fut douce, gentille, et complètement inconsciente. Oh, Nora, tu devrais vraiment mieux gérer ton temps, a-t-elle dit, sa voix pleine d'une sincère préoccupation mal placée. Tu dois t'assurer de te reposer suffisamment. Peut-être devrais-tu essayer le yoga. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Mieux gérer mon temps ? Je gérais chaque seconde de ma journée juste pour garder la tête hors de l'eau. Mon temps n'était pas mal géré. Il était vendu au plus offrant, mon propriétaire, l'université, la compagnie d'électricité. Mais j'ai juste dit, oui, peut-être. C'était plus facile de la laisser croire que j'étais juste mauvaise en tant qu'étudiante que d'expliquer la réalité de ma vie. Son ignorance était un bouclier qui la protégeait de tout sentiment de culpabilité. Et c'était un mur qui me gardait complètement et absolument isolée. Elle n'a jamais vu les cernes sous mes yeux lors de nos brèves visites à la maison pour les vacances. Elle n'a jamais vu les callosités sur mes mains ou les semelles usées de mes chaussures. Elle ne l'a pas vu parce qu'elle ne regardait pas. Personne dans ma famille ne l'a fait. Pour eux, j'allais bien. J'étais Nora. Je retombais toujours sur mes pieds. Le plus difficile n'était pas l'épuisement physique. C'était la solitude émotionnelle. Je regardais d'autres étudiants appeler leurs parents pour des conseils ou du réconfort. Je voyais des colis de soutien arriver au centre de courrier, remplis de biscuits faits maison et de chaussettes chaudes. Mon téléphone ne sonnait jamais avec un appel juste pour prendre de mes nouvelles. Ma boîte aux lettres était toujours vide. La seule communication que j'avais avec mes parents était une conversation tendue et brève une fois par mois où ma mère me demandait si je maintenais mes notes. Une question qui concernait moins mon bien-être que de s'assurer que je ne gaspillais pas l'opportunité pour laquelle je me tuais à la tâche. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Je me souviens d'une nuit d'hiver particulière de ma 3e année. Il neigeait dehors et le chauffage de mon appartement était cassé. J'étais blottie sous 3 couvertures, essayant de lire un chapitre sur la finance d'entreprise, mais mes mains étaient trop froides pour tourner les pages. J'avais $50 sur mon compte bancaire pour tenir 2 semaines. Une nouvelle facture était arrivée ce jour-là. Des frais médicaux inattendus pour une visite à la clinique du campus pour une toux persistante. J'ai regardé la facture,
puis mon manuel, et j'ai ressenti une vague de désespoir si profonde qu'elle était suffocante. J'ai pensé à les appeler. J'ai pensé à mendier, mais je me suis souvenu de la voix de ma mère au téléphone. Anna le mérite. Toi non. Ce souvenir fut une éclaboussure d'eau glacée. Il a éteint le désespoir et a laissé derrière lui cette froide détermination familière. Abandonner n'était pas une option. Abandonner leur donnerait raison. Que je ne pouvais pas le faire seule. Que je n'étais pas aussi forte qu'ils le prétendaient. Alors, j'ai mis un autre pull, j'ai serré mes couvertures plus fort et j'ai continué à lire. Je n'étudiais plus seulement pour un examen. Je construisais un avenir qu'elle ne pouvait pas imaginer, et qu'il ne pouvait pas toucher. Chaque page que je lisais, chaque quart de travail que je faisais, chaque repas que je sautais était une brique dans la fondation d'une vie qui serait entièrement la mienne. Ils pensaient que ma lutte était un signe de mon indignité. Ils n'ont jamais réalisé qu'elle forgeait ma force. Pendant 3 ans, j'ai traversé le campus comme un fantôme. J'étais juste un autre visage dans l'amphithéâtre, un autre corps à la bibliothèque, une autre fille dans la file d'attente du café. La plupart des gens me dépassaient sans un second regard. Ils voyaient une étudiante calme et sérieuse, et c'était tout. Ils ne voyaient pas les doubles quarts, l'anxiété constante liée à l'argent, ou la solitude profonde et lancinante. J'étais devenue une experte en matière d'invisibilité parce que dans ma propre famille, j'avais été invisible pendant des années. Puis, en dernière année, quelqu'un m'a enfin vue. Son nom était le professeur Laurence. Il enseignait ma classe de comptabilité d'entreprise avancée, un cours notoirement difficile qui était obligatoire pour ma majeure. C'était un homme âgé, probablement à la fin de la soixantaine, avec un comportement calme et des yeux vifs et intelligents qui ne semblaient rien manquer. Il ne donnait pas de conférences avec de grands gestes ou des discours bruyants. Il parlait d'une voix calme et posée, et il s'attendait à ce que ses étudiants soient préparés, concentrés et précis. J'aimais son cours. C'était stimulant, mais c'était logique. Les chiffres avaient un sens. Il n'y avait pas de favoritisme dans un bilan. Un actif était un actif. Un passif était un passif. Tout avait sa place. Et la somme finale était toujours le reflet du travail que l'on fournissait. C'était juste d'une manière que ma vie n'avait jamais été. Je m'asseyais au premier rang de sa classe tous les mardis et jeudis. Je n'ai jamais manqué une conférence. J'ai fait toutes les lectures, complété chaque devoir et j'ai généralement obtenu les meilleures notes aux examens. Je n'essayais pas de l'impressionner. J'essayais juste de survivre. Une bonne note dans sa classe était essentielle pour ma moyenne. Un après-midi d'octobre, il m'a retenu après le cours. Mademoiselle Thompson, a-t-il dit tandis que les autres étudiants sortaient. Un instant de votre temps. J'ai senti un nœud d'anxiété dans mon estomac. J'ai immédiatement supposé que j'avais fait quelque chose de mal. Oui, professeur. Il regardait mon examen de mi-session, qu'il tenait à la main. J'avais eu un 98. C'est un excellent travail, a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens. Mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Il a fait un geste vers la chaise à côté de son bureau. Je me suis assise, les mains nerveusement jointes sur mes genoux. Je vous ai remarqué, a-t-il dit simplement. Vous êtes là pour chaque cours. Vous êtes toujours préparé, mais vous avez l'air fatigué, plus que les autres étudiants. J'ai été si surprise par sa franchise que je n'ai pas su quoi dire. Je l'ai juste regardé. Personne n'avait jamais commenté mon épuisement auparavant. Personne n'avait remarqué. Personne n'avait remarqué, a-t-il poursuivi, sa voix douce mais ferme. Je vous vois à la bibliothèque tard le soir. Je vous ai vu vous diriger vers l'aile ouest après les heures d'ouverture, là où se trouvent les placards des concierges. Vous travaillez pour l'université, n'est-ce pas? J'ai senti mon visage rougir de honte. Je ne voulais pas qu'il le sache. Je ne voulais pas qu'il me voie comme une œuvre de charité. J'ai hoché la tête, regardant mes mains. Oui, monsieur. 2 emplois? Il a hoché la tête lentement comme si cela confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. Il s'est adossé à sa chaise et est resté silencieux un long moment. Je m'attendais à de la pitié ou peut-être à une offre de prolongation pour un devoir. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui a tout changé.
Vous me rappelez moi quand j'avais votre âge, a-t-il dit, sa voix calme et réfléchie. Je suis parti de rien. J'ai travaillé 3 emplois pour payer mes études. Les gens me regardaient sans me voir. Ils voyaient un pauvre gosse, pas un futur associé dans un cabinet. Il s'est légèrement penché en avant, les yeux intenses. Vous êtes discipliné. Vous êtes invisible. C'est une combinaison dangereuse, Nora. Ça vous mènera loin. Il m'a appelée Nora, pas Mademoiselle Thompson. Nora. Entendre mon propre nom prononcé avec un tel respect, a semblé une révélation. La honte que j'avais ressentie quelques instants auparavant a commencé à se dissoudre, remplacée par un sentiment que je ne pouvais identifier. C'était un mélange de choc, de soulagement et d'une chaleur qui se répandait dans ma poitrine. Il ne me plaignait pas. Il me reconnaissait. Il voyait ma lutte non pas comme une faiblesse, mais comme une source de force. Je veux vous nommer pour quelque chose, a-t-il poursuivi, tirant une brochure de son tiroir. Le Programme national des jeunes financiers. C'est un programme de bourse et de mentorat très compétitif pour le top 1% des étudiants en finance et comptabilité du pays. Il couvre la totalité des frais de scolarité pour la dernière année du bénéficiaire et comprend une bourse en espèces et un stage garanti dans un cabinet de premier plan. J'ai regardé la brochure. Elle avait l'air officielle, importante et complètement hors de ma portée. Professeur, ai-je bégayé. Je ne pense pas être qualifié pour quelque chose comme ça. Pourquoi pas, a-t-il demandé, son regard inébranlable. Vos notes sont impeccables. Votre éthique de travail est indéniable. Les autres étudiants de ce programme auront des liens familiaux et un soutien financier. Vous aurez quelque chose qu'ils n'ont pas. La résilience. Ils pensent avoir mérité leur place. Vous saurez que vous l'avez. Je ne savais même pas qu'il m'avait considéré pour cela avant ce moment. Il avait vu mon potentiel alors que tout ce que je pouvais voir était ma lutte. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un en position d'autorité me regardait et voyait plus que la simple fille pratique qui se débrouillerait. Il voyait une érudite. Je vais écrire votre lettre de recommandation, a-t-il dit comme si la chose était réglée. Le reste dépend de vous. L'application est longue. Cela demandera beaucoup de travail. Je n'ai pas peur du travail, ai-je dit. Ma voix enfin stable. Un petit sourire effleura ses lèvres. Je sais, a-t-il dit. Je suis sorti de son bureau ce jour-là en me sentant une personne différente. Le monde paraissait plus lumineux, plus clair. Le poids sur mes épaules semblait un peu plus léger. Il ne s'agissait pas seulement de la possibilité d'une bourse. Il s'agissait de la validation. La confiance du professeur Laurence en moi était un cadeau plus précieux que n'importe quelle somme d'argent. Il m'avait donné un aperçu d'un avenir où mon travail acharné n'était pas seulement un moyen de survie, mais une marque de distinction. Ce soir-là, j'ai reçu un email de sa part avec le lien vers le portail de candidature. La date limite était dans 3 mois. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une vague d'espoir sincère. Je n'étais plus seulement la fille du quart de nuit. J'étais une candidate. J'étais une prétendante. Et j'allais me battre pour ça. La nomination du professeur Laurence a allumé un feu en moi. C'était un feu doux et contrôlé, une source d'énergie cachée que je protégeais farouchement. La première décision que j'ai prise a été la plus importante. Je ne le dirai pas à ma famille. Ce n'était pas que je voulais être secrète. C'était un acte d'autopréservation. Les bonnes nouvelles avaient une courte durée de vie dans notre maison. Si je disais à ma mère la nomination, je savais exactement ce qui se passerait. Elle offrirait un « Oh, c'est gentil, ma chère », tiède avant de pivoter immédiatement. Je t'ai dit qu'Anna venait d'être élue présidente sociale de sa sororité ? Elle est si douée avec les gens. Mon accomplissement serait minimisé, rejeté, ou pire, transformé en quelque chose qu'Anna méritait davantage. Il trouverait un moyen de le ternir, de me faire sentir que j'étais arrogante ou trop ambitieuse. Cette seule chose, cette opportunité incroyable, je devais la garder pour moi. Elle devait être la mienne, pure et intacte par leur cruauté désinvolte. Alors, j'ai travaillé en silence. Ma vie,
déjà une routine bien remplie de cours, de travail et d'études, est devenue encore plus intense. L'application pour le National Financial Scholar Programme était un monstre. Elle exigeait plusieurs essais, un projet de portfolio financier détaillé, une série de questionnaires académiques et éthiques, et 3 lettres de recommandation. Le professeur Laurence a écrit la première. Pour les 2 autres, j'ai approché mon superviseur de la bibliothèque et un professeur de mon département d'économie. Tous 2 ont été heureux de m'aider, impressionnés par ma diligence et mon engagement. Rassembler ces lettres fut la partie facile. La partie difficile fut de trouver le temps et l'énergie pour faire le reste. Mes journées sont devenues un puzzle stratégique. J'écrivais des essais pendant mes pauses déjeuner de 30 minutes, mes doigts volant sur le clavier de mon ordinateur portable. Je travaillais sur le projet de portfolio au milieu de la nuit à la bibliothèque, entouré de tables vides et de livres endormis, alimentés par du café bon marché d'un distributeur automatique. J'ai exécuté des modèles financiers et des analyses de marché jusqu'à ce que les chiffres se brouillent. Chaque rejet que j'avais jamais avalé dans ma vie est devenu du carburant. Chaque fois que ma mère m'avait dit d'être pratique, je l'utilisais pour écrire une analyse plus pragmatique et percutante dans mon portfolio. Chaque fois que mon père m'avait dit de ne pas chercher les problèmes, je l'utilisais pour rédiger un essai sur l'intégrité éthique face à la pression des entreprises. Et chaque fois que je me souvenais des derniers mots froids de ma mère au téléphone, « Anna le mérite, pas toi ». Cela est devenu le feu qui a consumé mon épuisement et mon doute. Ce n'était plus juste une candidature pour une bourse. C'était ma réponse à eux. C'était l'aboutissement de chaque nuit solitaire, de chaque repas sauté, de chaque sacrifice silencieux. C'était la preuve que la fille qu'ils avaient cataloguée comme une arrière-pensée autonome construisait quelque chose qu'ils ne pouvaient ni acheter ni contrôler. Il y a eu des moments où la pression était écrasante. Une nuit, environ une semaine avant la date limite, j'étais à la bibliothèque, fixant mon dernier essai. Il portait sur la résilience. Je l'avais écrit et réécrit une 12aine de fois, mais il me semblait toujours plat, impersonnel. J'étais épuisé, fonctionnant avec 4 heures de sommeil, et j'ai ressenti une vague familière de désespoir m'envahir. Je me sentais comme une imposture. Qui étais-je pour rivaliser avec des étudiants des écoles de l'Ivy League, des étudiants qui n'avaient jamais eu à se soucier de rien d'autre que de leurs notes? J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai appuyé ma tête contre la fenêtre froide, regardant le campus sombre et vide. J'ai pensé à abandonner. Je pourrais juste appuyer sur supprimer, oublier tout ça et revenir à la simple survie. Ce serait plus facile. Puis j'ai pensé à Anna. Je l'ai imaginée dormant profondément dans sa chambre chaude et douillette, ses frais de scolarité payés, son avenir assuré. J'ai imaginé mes parents, fiers de la fille dans laquelle ils avaient choisi d'investir. Et la colère est revenue, froide et claire. Ce n'était pas une colère destructive. C'était une colère constructive. C'était la colère qui m'avait fait tenir pendant 3 ans et demi. J'ai rouvert mon ordinateur portable. J'ai supprimé tout l'essai et j'ai recommencé. Cette fois, je ne me suis pas retenu. Je n'ai pas écrit un article académique stérile sur la théorie de la résilience. J'ai écrit ce que ça faisait de nettoyer une salle de classe à 2 heures du matin pendant que tes camarades de classe dormaient. J'ai écrit sur la dignité tranquille du travail. J'ai écrit ce que ça signifiait d'être la seule personne sur laquelle tu pouvais compter. Je n'ai pas mentionné ma famille. Je n'en avais pas besoin. L'histoire était dans ce que j'avais laissé en suspens. C'était honnête, brut, et c'était la chose la plus vraie que j'ai jamais écrite. Lorsque l'hiver est arrivé, la candidature était complète. J'étais assise seule dans un bureau à l'arrière de la bibliothèque du campus, l'air sentant le vieux papier et la poussière. Mes mains tremblaient légèrement alors que je maintenais le curseur sur le bouton « Soumettre ». C'était ça. C'était tout. J'ai cliqué. Il n'y a eu ni fanfare, ni confetti, juste un petit message à l'écran, votre candidature a été reçue. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise et j'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 4 ans. Une étrange sensation de paix s'est installée en moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je l'avais fait. J'avais fait le travail à ma façon, en silence. Les 3 mois suivants furent une véritable agonie. J'essayais de ne plus y penser,
de me concentrer sur mes cours et mes emplois, mais la question était toujours là, en arrière-plan. Avais-je fait assez? Étais-je assez bonne? L'email est arrivé un mardi matin de mars. J'étais dans ma chambre de dortoir, me préparant pour mon service à la bibliothèque. Mon téléphone a vibré sur mon bureau. J'ai vu l'objet, décision du Programme national des jeunes financiers. Mon cœur s'est arrêté. Mes mains ont commencé à trembler si fort que je pouvais à peine déverrouiller mon téléphone. J'ai pris une grande inspiration, me préparant au rejet. C'était le sentiment auquel j'étais la plus habituée. J'ai ouvert l'email. Mes yeux ont parcouru la première ligne. Chère mademoiselle Nora Thompson, au nom du comité de sélection, c'est avec grand plaisir que nous vous félicitons. J'ai arrêté de lire. J'ai relu la ligne encore et encore. Les mots semblaient nager devant mes yeux. Félicitations, Nora Thompson. Vous avez été sélectionnée comme boursière nationale. La bourse couvrait le reste de mes frais de scolarité en totalité. Elle s'accompagnait également d'une bourse en espèces de $10 000 et d'un stage d'été garanti à New York. Je me suis assise sur le bord de mon lit, le téléphone toujours serré dans ma main. Un son s'est échappé de mes lèvres. C'était un rire, mais il était étranglé par un sanglot. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, chaudes et rapides. J'ai ri et pleuré en même temps, une libération désordonnée et cathartique de 4 ans de pression, de solitude et de lutte silencieuse. Ils pensaient que je ne pouvais pas survivre sans eux. Ils m'avaient laissé me débrouiller seule, confiant que je m'en sortirais. Et je l'avais fait. Je m'en étais si bien sortie que j'avais maintenant prospéré malgré eux. Cette victoire était la mienne. Elle était née dans le silence, et elle m'appartenait à moi et à moi seule. À ce moment-là, assise dans ma petite chambre froide, je ne m'étais jamais sentie aussi puissante. Après avoir lu l'email de félicitations pour la 10e fois, j'ai finalement posé mon téléphone. La pièce était silencieuse, mais mon esprit était en ébullition. Une vague d'allégresse m'a envahi, si puissante et inconnue que j'ai dû m'asseoir par terre, le dos contre le mur fragile de ma chambre de dortoir. J'étais une boursière nationale. Les mots me semblaient étrangers, comme un titre appartenant à quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus intelligent, de plus riche et de plus méritant. Mais l'email portait mon nom. Nora Thompson. C'était réel. La première chose que j'ai faite, c'était de calculer. C'était une vieille habitude, un mécanisme de survie. J'ai ouvert le portail financier de l'université et j'ai regardé le solde impayé de mon compte. Puis j'ai relu les détails de la bourse. Couverture complète des frais de scolarité, une subvention en espèces de $10 000. J'ai fait le calcul. Non seulement mon dernier semestre serait payé, mais je pourrais aussi rembourser une petite partie des prêts que j'avais déjà contractés, et il me resterait de l'argent. De l'argent réel. De l'argent qui n'était pas déjà affecté au loyer ou à l'électricité. Le soulagement pur était une sensation physique. C'était comme une lourde couverture lestée que j'avais portée pendant 4 ans et qui était soudainement soulevée de mes épaules. Je pouvais respirer. Pour la première fois, je pouvais réellement respirer. Ce vendredi, je suis entrée dans le bâtiment de l'administration du campus. Au lieu d'éviter le bureau des finances comme je le faisais habituellement, je me suis dirigée directement vers le comptoir. J'ai donné mon numéro d'étudiant à la femme, d'une voix claire et calme, j'ai dit, je suis là pour payer mon solde restant. Ce fut le moment le plus fier de ma carrière universitaire. Mon deuxième acte de libération est venu ce soir-là. J'ai traversé le campus jusqu'au bâtiment des arts et sciences, non pas avec une serpillière et un seau, mais avec une simple lettre de démission. Mon superviseur, un homme plus âgé et gentil nommé Georges, qui m'avait toujours regardé avec une sorte de sympathie lasse, a lu ma lettre. « Tu as trouvé quelque chose de mieux, Nora ?» a-t-il demandé, sa voix douce. « Oui, » ai-je dit, un sourire se répandant sur mon visage. « Oui. » Il m'a chaleureusement serré la main. « Tant mieux pour toi, gamine. Tu l'as mérité. » Quitter ce bâtiment pour la dernière fois sans l'odeur de l'eau de Javel collée à mes vêtements m'a semblé être une libération conditionnelle. J'étais libre. J'ai aussi décidé de quitter mon travail à la bibliothèque. La subvention signifiait que je n'avais pas besoin de travailler pour le reste du semestre.
Je pouvais juste être étudiante. C'était un rôle que je n'avais jamais été autorisée à simplement jouer. Les changements furent subtils au début. J'ai commencé à dormir 8 heures par nuit. Les cernes sous mes yeux ont commencé à s'estomper. J'ai acheté des produits d'épicerie dans un vrai supermarché, pas seulement dans l'allée des promotions. J'ai acheté des fruits frais, des légumes et un petit steak juste parce que je pouvais. J'ai commencé à m'asseoir dans le café du campus pour étudier, achetant un café latte sans calculer mentalement combien de bols de ramen cela valait. Mon comportement en classe a changé. Je n'étais plus la fille silencieuse et épuisée au premier rang. J'ai commencé à lever la main, à donner mon avis et à m'engager dans des débats. Mes professeurs, qui ne me connaissaient que comme une bonne élève aux examens, ont été surpris par mes arguments articulés et bien raisonnés. Le professeur Laurence, en particulier, me regardait avec une lueur de connaissance dans les yeux. Il voyait la transformation et il savait d'où elle venait. Un jour, il m'a demandé de rester après le cours à nouveau. « Vous semblez différente, Nora », a-t-il dit. Plus légère. J'ai eu la bourse, professeur, ai-je dit, ma voix remplie d'une gratitude si immense que je pouvais à peine la contenir. Je voulais vous remercier. Vous avez changé ma vie. Il a agité la main de manière désinvolte, bien que je puisse voir la fierté sur son visage. Je n'ai rien fait, Nora. J'ai juste ouvert une porte. C'est vous qui avez été assez forte pour la franchir. Quels sont vos projets pour le stage à New York? Nous avons passé 1 heure à parler de la ville, du cabinet pour lequel je travaillerai, et de ses propres expériences en tant que jeune comptable affamé essayant de faire sa marque. Il m'a donné des conseils non seulement sur la finance, mais sur la vie. Il m'a dit de ne jamais oublier d'où je venais, non pas comme une source de honte, mais comme une source de force. Vous avez déjà survécu au pire, a-t-il dit. L'entreprise américaine sera facile après ça. Alors que mon monde intérieur se transformait, mon contact avec ma famille restait exactement le même. Ils étaient inconscients. Je savais que la remise des diplômes d'Anna approchait. Une date qui était, bien sûr, la même que la mienne. Ma mère a appelé un après-midi d'avril, sa voix bourdonnant d'excitation. « Nora, j'ai besoin de ton avis », a-t-elle dit sans même me demander comment j'allais. Anna essaie de choisir sa robe de remise des diplômes. Il y en a une belle blanche, mais elle craint qu'elle ne fasse trop robe de mariée. Puis il y a une jolie bleue, mais son amie porte du bleu. C'est un tel dilemme. Je suis restée dans ma chambre calme et paisible, regardant par la fenêtre les fleurs de printemps sur les arbres. J'ai ressenti une étrange sensation de détachement, comme si j'écoutais une conversation d'un film. C'était leur monde, un monde où la couleur d'une robe était un problème majeur. Je suis sûre qu'elle sera superbe dans l'une ou l'autre, maman, ai-je dit, ma voix neutre. Nous lui préparons une énorme fête, tu sais, a-t-elle poursuivi, ne remarquant pas mon manque d'enthousiasme. Au country club, tous nos amis seront là. Nous sommes si incroyablement fiers d'elle. 4 ans et elle l'a fait si magnifiquement avec votre argent, ai-je pensé, avec votre soutien inconditionnel. C'est facile d'être belle quand le chemin est pavé pour vous. Mais j'ai juste dit, c'est super. Elle le mérite. C'était une phrase que j'avais entendue toute ma vie, mais maintenant la dire était différent. Elle ne piquait plus. C'était juste un fait. À leurs yeux, elle le méritait. Leur définition de « mériter » était simplement différente de la mienne. Alors, on se voit à la remise des diplômes, bien sûr, a-t-elle dit, son ton changeant légèrement, comme si elle se souvenait que j'étais aussi une participante. Viendras-tu à la fête d'Anna après? Je serai à la cérémonie, maman, ai-je dit, évitant soigneusement la deuxième question. Magnifique. Nous te garderons une place au premier rang, a-t-elle raccroché, et je suis restée dans le silence. Il n'avait aucune idée. Il n'avait aucune idée que je diplômais avec les plus hautes distinctions de mon département. Il n'avait aucune idée que j'avais remporté un prestigieux prix national. Il n'avait aucune idée que j'avais un emploi à 6 chiffres qui m'attendait à New York. Il n'avait pas posé une seule question sur mes 4 années d'université, alors il ne leur était jamais venu à l'esprit que je pouvais avoir une réponse qui valait la peine d'être entendue.
Dans les dernières semaines avant la remise des diplômes, j'ai utilisé une partie de l'argent de la subvention pour m'acheter un nouveau costume pour mon stage et une robe vert foncé simple et élégante à porter sous ma toge de remise des diplômes. Je me suis fait couper les cheveux. J'ai commencé à courir le matin. J'investissais en moi-même, construisant une version de Nora qui n'était pas définie par la lutte. Je n'étais plus la non choisie. J'étais celle qui s'était choisie elle-même. Mon silence ne servait plus à cacher ma douleur. Il s'agissait de protéger ma paix. Et je savais avec une certitude aussi solide que le sol sous mes pieds que le silence était sur le point de prendre fin. La semaine précédant la remise des diplômes, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis 4 ans. Je suis allée dans une belle papeterie du centre-ville. L'air à l'intérieur sentait le papier et l'encre coûteux. J'ai passé mes doigts sur le papier cartonné épais de couleur crème. Un monde loin du papier recyclé fragile que j'utilisais pour mes notes de cours. J'ai choisi une boîte d'invitation simple et élégante. Elles avaient un design épuré et minimaliste avec le sceau de l'université estampillé en or en haut. De retour dans mon appartement, je me suis assise à ma petite table de cuisine et j'en ai rempli une. Mon écriture était soignée et délibérée. Hélène et Robert Thompson, vous êtes cordialement invités à assister à la cérémonie de remise des diplômes de leur fille, Nora Thompson. J'ai ajouté la date, l'heure et le lieu. Je n'ai ajouté aucune note personnelle, aucun gribouillis enthousiaste dans les marges. C'était formel, officiel et impersonnel. C'était une convocation, pas une demande. J'ai adressé l'enveloppe, y ai collé un timbre et l'ai posté. Cela m'a fait l'effet de lancer un navire sur une mer calme, sachant qu'il se dirigeait vers une tempête. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Nora, nous avons reçu ton invitation. C'est charmant, a-t-elle dit, sa voix remplie d'une chaleur sociale exercée. Nous pensions bien survenir, mais c'est gentil de ta part d'envoyer une invitation formelle. Je voulais m'assurer que vous aviez tous les détails, ai-je dit calmement. Bien sûr. Alors, quel est le programme de la journée? Y a-t-il un déjeuner spécial pour les diplômés de l'école de commerce? La sororité d'Anna organise un brunch avant. Nous irons à cela? Mais nous pouvons certainement vous retrouver juste avant le début de la cérémonie. Tu dois me dire quoi porter. Est-ce formel? Tenue décontractée? Ces questions étaient une salve rapide de logistique. Toutes centrées sur les apparences. Elle ne me demandait pas comment je me sentais. Elle ne me demandait pas si j'étais fière de moi. Elle demandait un code vestimentaire. Tu devrais juste bien t'habiller, maman, ai-je répondu, gardant ma voix égale. C'est une cérémonie universitaire standard. Rien d'extraordinaire. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas toute la vérité. C'était une version soigneusement sélectionnée de la vérité, conçue pour maintenir leurs attentes basses. Plus leurs attentes seraient basses, plus la révélation serait puissante. Oh, d'accord, dit-elle, une pointe de déception dans la voix. Elle avait probablement espéré un événement plus exclusif, plus prestigieux, dont elle pourrait se vanter. Eh bien, nous serons là au premier rang. Ton père apporte son nouvel appareil photo. Nous devons prendre plein de photos de toi et Anna ensemble. Je vous y vois, dis-je, et je raccrochai avant qu'elle ne puisse demander autre chose. Le matin de la remise des diplômes fut étrangement paisible. Le soleil traversait la fenêtre de mon appartement, illuminant les poussières dansantes dans l'air. Il n'y avait pas de membres de la famille paniqués qui couraient partout. Pas de dispute pour savoir qui utilisait la salle de bain en premier. Personne pour me dire de me dépêcher. Il n'y avait que moi. Je me suis fait une tasse de café et me suis assise près de la fenêtre, regardant d'autres familles passer dehors, chargées de bouquets de fleurs et de ballons. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était un sentiment tranquille de séparation, d'avoir traversé un feu qui m'avait rendue fondamentalement différente de tout le monde. J'ai pris ma douche et j'ai enfilé la robe vert foncé que j'avais achetée. Elle était simple, bien coupée et me faisait me sentir forte. Quand j'ai enfilé la toge de graduation noire par-dessus, je me suis regardée dans le miroir. La jeune femme qui me regardait n'était pas la fille fatiguée et vaincue de 18 ans qui avait emménagé dans un dortoir 4 ans auparavant. Ses yeux étaient clairs.
Ses épaules étaient droites. Elle avait des cheveux soyeux et sombres et une expression calme. Elle avait l'air de savoir qui elle était. J'ai marché seul vers le campus, ma toque sous le bras. Je les ai vus avant qu'ils ne me voient. Ils se tenaient près de la fontaine principale, un tableau parfait d'une famille fière et réussie. Ma mère portait un collier de perles et une robe fleurie qui coûtait probablement plus que mon premier mois de loyer. Mon père s'affairait avec son appareil photo, ajustant l'objectif. Et Anna. Anna était radieuse dans une robe de créateur lumineuse, riant en posant pour des photos. Ils avaient l'air d'être sortis d'un magazine. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers eux. Nora, te voilà, s'est exclamée ma mère, son sourire large et éclatant. Elle s'est précipitée et m'a donné un baiser léger sur la joue qui n'a pas tout à fait atterri. Nous allions justement te chercher. Tu es jolie. C'était le même ton qu'elle utilisait pour un meuble agréable mais banal. Salut, maman, papa, Anna, ai-je dit, ma voix stable. Prenons une photo. Mon père a tonné, levant son appareil photo. Les deux diplômés ensemble. Il m'a poussé à côté d'Anna. Elle a passé son bras autour de moi, son sourire éblouissant. Nous l'avons fait, Nora, a-t-elle chuchoté avec excitation. J'ai souri en retour, une expression polie et exercée que j'avais perfectionnée au fil des ans. Le flash a retenti, capturant un moment qui était un mensonge complet et absolu. Il a capturé deux sœurs, égales et triomphantes. Il n'a pas capturé les 4 années de nuit de travail, les prêts étudiants, ou la solitude écrasante. Alors que nous marchions vers l'auditorium, leur conversation a circulé autour de moi. Ils ont parlé de la fête d'Anna, des parents qui venaient, du voyage d'été en Europe qu'ils prévoyaient comme cadeau de remise des diplômes. J'étais une arrière-pensée, une silhouette silencieuse marchant à leur côté. Ils n'ont pas demandé quels étaient mes projets après la remise des diplômes. Ils n'ont pas demandé si j'avais un emploi. Ils n'ont pas demandé quels étaient mes amis ou mes cours préférés ou un seul souvenir que j'avais créé au cours des 4 dernières années. Leur négligence n'était plus une douleur aiguë. C'était une douleur sourde et familière. Et aujourd'hui, c'était aussi mon plus grand avantage. Leur manque total de curiosité était la raison pour laquelle ils étaient sur le point d'être si complètement aveuglés. Alors que nous atteignions l'entrée, je me suis arrêtée. C'est là que je dois entrer, ai-je dit, désignant l'entrée des étudiants. Ma place est avec les autres diplômés d'honneur. Le front de ma mère s'est légèrement froncé. Oh, eh bien, d'accord. Nous trouverons nos places. N'oublie pas, premier rang, a-t-elle appelé derrière moi. J'ai hoché la tête et je me suis détournée, me fondant dans la mer de toge noire. J'ai senti leurs yeux sur mon dos un instant, mais je savais que leur attention se reporterait rapidement sur ce qui comptait vraiment. Trouver les meilleures places possibles pour voir leur fille choisie obtenir son diplôme. J'ai trouvé ma place, non pas dans la section générale avec Anna, mais dans un espace réservé juste devant, près de la scène. Mon cœur était calme. Il battait régulièrement, un tambour silencieux et rythmé. Il ne s'agissait pas de vengeance. J'avais réalisé cela en chemin, la vengeance étant une émotion chaude et désordonnée. C'était plus froid, plus propre. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de rétablir les faits. Aujourd'hui n'était pas leur séance photo. C'était mon jour de compte. L'auditorium était un espace caverneux rempli de l'énergie bourdonnante de milliers de personnes. L'air était épais de parfums, de lacs et du soulagement collectif de 4 années de travail acharné qui touchaient à leur fin. De ma place au premier rang, j'avais une vue dégagée sur la scène et une vue tout aussi dégagée sur les premiers rangs du public. J'ai parcouru les visages jusqu'à les trouver. Ils étaient exactement là où ma mère avait promis qu'ils seraient. Au premier rang, au centre. Ils avaient l'air satisfaits d'eux-mêmes, parfaitement positionnés pour assister au moment de gloire d'Anna. Mon père avait son appareil photo posé sur son genou, prêt à l'action. La cérémonie a commencé par la procession habituelle des universitaires en toge et un long discours sinueux du président de l'université. J'ai laissé les mots me traverser, ma concentration étant entièrement interne. J'ai ressenti un étrange sentiment de calme, le genre qui vient quand on sait que l'on est exactement là où l'on est censé être. C'était l'aboutissement de tout.
Chaque nuit solitaire, chaque heure de travail épuisant, chaque larme silencieuse m'avait mené à cette chaise. À ce moment, j'ai regardé les doyens des différentes facultés commencer à appeler les noms des diplômés. Le rythme était hypnotique. Noms, applaudissements, poignées de main, photos, répétés. Quand ils ont atteint les T, dans le Collège des Arts et des Sciences, j'ai entendu une petite explosion du premier rang. Anna Elizabeth Thompson. Ma mère s'est levée, applaudissant avec enthousiasme. L'appareil photo de mon père a flashé plusieurs fois, un orage miniature capturant la marche de sa fille préférée sur la scène. Anna rayonnait, leur faisant signe de la main en acceptant son diplôme. C'était un moment familial parfait, une scène magnifiquement scénarisée de fierté et de joie. J'ai applaudi poliment avec tout le monde. Une de faite, une autre à venir. Après que le dernier diplômé de l'école de travail social ait été appelé, le doyen de l'université s'est avancé au pupitre. Il a ajusté le microphone, une expression sérieuse sur son visage. Un silence est tombé sur la foule. Avant de conclure la cérémonie d'aujourd'hui, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la salle. C'est mon insigne honneur de reconnaître quelques étudiants qui ont atteint une distinction extraordinaire pendant leur séjour dans cette université. Ces prix sont réservés à ceux qui incarnent non seulement l'excellence académique, mais aussi un caractère profond et une résilience. J'ai vu ma mère chuchoter quelque chose à mon père. Elle pensait probablement que cette partie était ennuyeuse. Un retard avant qu'il ne puisse se rendre à la fête de célébration d'Anna. Le doyen a continué, aujourd'hui, nous honorons une étudiante de la Foster School of Business qui représente le summum de ses valeurs. C'est une étudiante qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe, obtenant la désignation de major de promotion pour son département. J'ai vu la tête de ma mère se redresser légèrement. Elle a balayé la scène, cherchant peut-être un visage familier. La voix du doyen est devenue plus chaleureuse, plus personnelle. Mais les réussites académiques de cette étudiante, aussi remarquables soient-elles, ne racontent que la moitié de l'histoire. C'est une diplômée autodidacte, une jeune femme d'une incroyable intégrité qui a travaillé plusieurs emplois pendant les 4 années de ses études. Souvent en travaillant la nuit pour payer son diplôme. Chapitre par chapitre, crédit par crédit. J'ai gardé les yeux fixés sur ma famille. Le sourire poli de ma mère commençait à se crisper. Mon père avait légèrement baissé son appareil photo, un air de vague confusion sur son visage. Anna fronçait les sourcils, chuchotant quelque chose à ma mère. Et puis le doyen a prononcé les dernières lignes dévastatrices, elle a fait tout cela entièrement seule. Un témoignage de son esprit incassable. C'est avec une immense fierté que l'université reconnaît une diplômée qui a accompli tout cela sans aucun soutien financier de sa famille. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter notre nouvelle boursière financière nationale et la major de promotion de l'école de commerce de cette année. Nora Grace Thompson. Le nom résonna dans l'immense salle. Pendant une fraction de seconde, il y eut un silence, puis les applaudissements commencèrent. Ce n'étaient pas les applaudissements polis qui avaient suivi les autres noms. C'était une ovation tonitruante. Les étudiants autour de moi, ceux qui avaient été dans mes cours, qui m'avaient vu à la bibliothèque à toutes les heures, se sont levés. Le professeur Laurence, assis sur la scène avec les autres professeurs, rayonnait, ses applaudissements bruyants et fiers, mais je ne les regardais pas. Mon regard était rivé sur les 3 figures au premier rang. Le temps sembla ralentir. J'ai vu le sourire de ma mère se fendre, puis se briser complètement. Son visage devint lâche, sa peau soudainement pâle contre le collier de perles à son cou. Ses mains qui applaudissaient, qui avaient commencé à bouger par réflexe, se figèrent en l'air. L'appareil photo de mon père glissa de son genou et s'écrasa sur le sol. Il ne se pencha pas pour le ramasser. Il regarda juste la scène, la bouche légèrement entr'ouverte, son visage un masque d'incrédulité. Et Anna. Anna se figea au milieu d'un texte, son téléphone tenu mollement dans sa main. Son visage parfaitement maquillé était une toile de choc et d'horreur naissante. Ses yeux rencontrèrent les miens pendant une fraction de seconde, et en eux je vis tout. Confusion, embarras, et la réalisation nauséabonde d'une vérité qu'elle avait confortablement ignorée pendant des années. Sans soutien financier de la famille.
Ces 7 mots prononcés si publiquement restaient en suspens dans l'air comme un acte d'accusation formel. C'était une confession prononcée en leur nom. Je me suis levée. Mes jambes étaient fortes et stables. Alors que je faisais les quelques pas jusqu'à la scène, j'ai eu l'impression de sortir d'une ombre dans laquelle j'avais vécu toute ma vie. Les applaudissements étaient un rugissement assourdissant, mais tout ce que j'entendais était le silence profond et absolu du premier rang. J'ai marché lentement, délibérément. Chaque pas était une récupération. Chaque pas disait, vous ne m'avez pas brisé. Chaque pas disait, vous m'avez sous-estimé. Lorsque j'ai atteint le doyen, il m'a serré la main fermement et m'a passé une lourde médaille d'or autour du cou. Il s'est penché et a chuchoté, félicitations, Nora. Personne ne le mérite plus. Je me suis penché vers le microphone, ma voix claire et calme, bien que ce ne fût que pour lui. Merci, ai-je chuchoté en retour. Celui-ci est à moi. J'ai pris l'étui à diplôme, je me suis retourné et j'ai fait face à la foule en liesse. J'ai souri, un vrai sourire sincère de triomphe pur et non altéré. Je n'ai pas regardé ma famille. Je n'en avais pas besoin. J'avais leur silence. C'était la seule validation dont j'avais jamais vraiment eu besoin d'eux, et ils me l'avaient enfin donnée. Une fois la cérémonie terminée, l'auditorium a éclaté dans un joyeux chaos de toques volantes, de câlins larmoyants et de flashs d'appareils photo. J'ai été immédiatement entouré d'un petit groupe de mes camarades de classe et de professeurs, tous me félicitant. Le professeur Laurence m'a saisi l'épaule, les yeux brillants de fierté. « Je savais que tu l'avais en toi, Nora », a-t-il dit. « New York ne saura pas ce qui l'a frappé. » Je les ai tous remerciés, le cœur rempli d'une chaleur sincère que je m'étais rarement autorisé à ressentir. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de faire partie d'une communauté que j'avais bâtie pour moi-même, fondée sur le mérite et le respect mutuel. Finalement, la foule autour de moi s'est éclaircie, et j'ai su que je ne pouvais plus le retarder. Je les ai vus, debout sur le côté, près d'une sortie, une petite île maladroite dans la mer de la célébration. Ils ne souriaient pas, ne parlaient pas. Ils attendaient. Mon père avait récupéré son appareil photo, mais il pendait maintenant mollement à son cou, inutilisé. J'ai pris une grande inspiration, j'ai redressé la médaille de major de promotion autour de mon cou, et j'ai marché vers eux. La dynamique du pouvoir avait tellement changé que c'était presque palpable. Ils n'étaient plus les dirigeants bienveillants de mon monde. C'étaient des politiciens disgraciés, exposés et incertains. Ma mère fut la première à parler, sa voix anormalement aiguë et tendue. Elle s'est précipitée, forçant un sourire cassant sur son visage pâle. « Nora, ma chérie, félicitations. C'était toute une surprise. Nous sommes si fiers de toi. Nous ne savions pas que c'était si important, a-t-elle bégayé, tordant la lanière de son sac à main. Ses yeux s'écarquillaient, comme si elle craignait que quelqu'un écoute. L'éloge public avait été immédiatement suivi d'une honte publique, et elle était en mode de contrôle des dégâts. Je l'ai regardée, mon expression calme et illisible. Je ne lui ai pas offert le réconfort d'une excuse facile. Je ne l'ai pas laissé s'en tirer. Je sais que tu ne l'as pas fait, ai-je dit, ma voix douce mais claire. Tu ne serais pas venu autrement. La vérité de la déclaration est tombée comme une pierre et son sourire a vacillé. Elle n'a eu aucune réponse. Elle m'a juste regardé, sa façade soigneusement construite s'effondrant. Mon père s'est raclé la gorge, s'avançant pour jouer son rôle. Il a mis son visage paternel et raisonnable, celui qu'il utilisait pour tenter de mettre fin à une dispute. « Tu as toujours été si capable, Nora », a-t-il dit, sa voix un grondement sourd. « Nous savions que tu pouvais t'en sortir. Nous ne voulions pas te retenir, te gêner. » C'était l'excuse la plus pathétique et transparente que j'ai jamais entendue. Il essayait de recadrer des années d'abandon émotionnel et financier comme une brillante stratégie parentale conçue pour favoriser l'indépendance. C'était insultant. J'ai soutenu son regard. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas eu de colère. J'ai juste posé une question simple et calme, en m'ignorant. La question est restée en suspens entre nous. C'était si simple, si direct que cela ne lui laissait aucun endroit où se cacher. Il ne pouvait pas le contester, ne pouvait pas le tordre. Son visage est devenu rouge vif.
Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de ma vie, j'avais laissé mon père sans voix. Il a regardé le sol, vaincu. Finalement, Anna a parlé. Elle se tenait derrière eux, silencieuse et le visage cendré. Sa confiance habituelle et pétillante avait disparu, remplacée par une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez elle. Sa voix était petite, à peine un murmure. Je ne savais pas, a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes. Je ne savais pas qu'il ne t'avait pas aidé. Je te jure, Nora. J'ai regardé ma sœur jumelle, la fille qui avait vécu une vie parallèle à la mienne, séparée par un mur de privilèges et d'ignorance volontaire. Il fut un temps où ses larmes m'auraient fait culpabiliser. Où son excuse m'aurait fait ressentir une impulsion de pardon fraternel, mais j'étais passée à autre chose maintenant. J'ai vu son excuse pour ce qu'elle était, une tentative désespérée d'apaiser son propre inconfort, pas le mien. Tu ne voulais pas savoir, ai-je dit, ma voix toujours calme, mais avec une pointe d'acier. Je ne l'accusais pas d'être le cerveau. Je l'accusais d'être une participante consentante à son propre confort. C'était plus facile pour toi de ne pas demander. C'était plus facile de ne pas regarder de trop près. J'ai fait une pause, laissant les mots s'installer. J'ai vu l'éclair de reconnaissance dans ses yeux. Elle savait que j'avais raison. Maintenant, tu sais. Et avec ça, j'avais fini. Il n'y avait plus rien à dire. J'avais passé toute ma vie à désirer leur reconnaissance, leur approbation, leur amour. Mais debout là, regardant leur visage pâle et choqué, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Leur opinion de moi n'était plus la mesure de ma valeur. Je leur ai tourné le dos. Je ne suis pas partie en flèche, en colère. Je ne me suis pas enfuie en larmes. J'ai simplement tourné et me suis éloignée avec un sentiment de paix si profond qu'il me semblait flotter. J'ai marché vers les portes, vers la lumière du soleil, vers mon avenir. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'ils me regardaient partir. Pour la première fois, ça n'avait pas d'importance. Ils avaient enfin vu ce qu'ils avaient tant essayé d'effacer, et j'étais enfin libre. Une semaine plus tard, j'étais de retour dans mon petit appartement, entouré de cartons. Le bail se terminait à la fin du mois, et j'étais en train de faire mes valises, me préparant à déménager à New York. L'offre d'emploi était arrivée, exactement comme le programme de bourse l'avait promis. L'email officiel était dans ma boîte de réception, un phare de ma nouvelle réalité, offre d'emploi, analyste junior, Ford & Levin Accounting. J'ai accepté sans hésitation. Avant de sceller le dernier carton, j'ai fait une dernière chose. Je suis allée à l'imprimerie du campus et j'ai fait une copie couleur de haute qualité de ma lettre de prix de boursier national. Je n'ai pas écrit de notes. Je n'ai pas ajouté de longues explications ou de remarques finales cinglantes. Le document parlait de lui-même. Je l'ai plié soigneusement, l'ai glissé dans une enveloppe blanche ordinaire adressée à mes parents, et je l'ai déposé dans une boîte aux lettres. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était une preuve. C'était le dernier argument de clôture silencieux dans une affaire qui avait été jugée toute ma vie. Mon appartement à New York est petit, mais il est à moi. La vue depuis ma fenêtre est un mur de briques, mais c'est une vue que j'ai gagnée. Sur le mur en face de mon lit, j'ai accroché 3 choses, chacune dans un simple cadre noir. Au centre se trouve mon diplôme de l'Université de Washington. À sa gauche se trouve la lettre de bourse, la preuve officielle que quelqu'un a vu ma valeur quand ma propre famille ne l'a pas fait. Et à sa droite se trouve mon premier chèque de paie de Ford & Levin. Ils sont là comme un rappel quotidien. Ils me rappellent les nuits blanches, la lutte silencieuse et la force incroyable qui se forge dans le silence. Ils me rappellent la vérité que j'ai dû apprendre à la dure. L'amour donné sélectivement n'est pas de l'amour. C'est une transaction. Et parfois, être l'enfant non choisi, celui à qui l'on dit de se débrouiller seul, est le cadeau douloureux qui vous rend inarrêtable. Vous apprenez à compter sur la seule personne qui ne vous laissera jamais tomber, vous-même. Si vous avez déjà eu à gagner l'amour qui aurait dû être donné librement, dites-moi d'où vous regardez.